Daniel Dominguez, merci au Crédit Coopératif de nous accueillir dans l'écran de cet auditorium. Alors, le temps est venu d'entrer dans le vif du sujet avec une première séquence d'1 heure qui sera l'occasion de cerner ce que sont les prérequis d'une optimisation. Je veux parler du diagnostic économique et de la démarche prévisionnelle. Et pour ce faire, j'appelle sur scène Éric Moutarde, Éric Moutarde et Clarisse Valkener, qui sont tous deux chargés de mission au pôle économie-gestion de la Fédération nationale des OGEC. J'invite aussi à nous rejoindre Frédéric Génichon, délégué général de l'ASREC, l'association des services régionaux de l'enseignement catholique, et membre de la commission comptabilité-gestion de la Fédération nationale des OGEC. Bien, merci beaucoup à vous trois de prendre part à cette présentation. Alors, je le disais, avant même de songer à optimiser sa gestion, il faut au préalable, évidemment, dresser un diagnostic économique. Éric Moutarde, ça paraît aller de soi, en fait. Et en même temps, on a envie de vous demander, le micro est ici, pourquoi est-ce que c'est si important de soigner cette étape? Eh bien, bonjour à tous. On a beaucoup parlé dans les introductions du monde d'après. Pour se diriger économiquement vers le monde d'après, il faut déjà avoir une connaissance du monde d'avant et du monde d'aujourd'hui. La démarche d'optimisation, c'est d'abord un constat, faire un état des lieux économiques de là où on en est, donner une profondeur historique à ce diagnostic, et enclencher un processus à partir d'axes qu'on aura clairement identifiés. D'accord. Alors, quand on aborde le diagnostic économique, il y a 3 grandes questions, me semble-t-il, à se poser, n'est-ce pas? Notamment sur la pérennité de l'établissement. Est-ce qu'elle est assurée? Voilà. Alors, excusez-moi, petit. Oui, effectivement, il y a plusieurs questions à se poser. Effectivement, il y a cette question de la pérennité, et puis la question surtout de est-ce que le GIEC est en situation d'accomplir ces différents objectifs. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs financiers sur lesquels que je vais évoquer un petit peu plus loin, mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder compte tenu du public que nous pouvons avoir. Mais il y a quelques indicateurs financiers qu'il faut regarder. En gros, l'idée, c'est que l'établissement, au-delà des aspects de pérennité, doit, la pérennité, le problème de la pérennité, heureusement, menace un nombre relativement restreint de nos OGEC. Le GIEC, en fait, doit être en situation de remplir ses objectifs, les meilleures conditions d'accueil pour les enfants. Et ça suppose donc en particulier un effort à l'immobilier qui sera minimal, donc qui correspond pour nous à une certaine fourchette, nous évoquerons ça tout à l'heure. Le financement d'un budget d'investissement, donc ça c'est Frédéric qui va évoquer ça. La capacité de rembourser un emprunt bancaire, tout simplement, dans le contexte d'un investissement. Et bien sûr, un niveau de fonds de roulement suffisant pour que tout le personnel de direction, au sens très large de l'OGEC, puisse avoir une garantie de stabilité qui fait qu'on gardera un niveau de sérénité au quotidien nécessaire. Alors, l'une des façons de procéder, c'est évidemment de comparer la situation de son OGEC à celle aux recommandations et aux moyennes, n'est-ce pas? Oui, alors tout à fait. On communique depuis très nombreuses années sur l'existence de l'outil indice. Donc ici, EasyGestion maintenant, qui permet de donner à la fois à la réflexion la profondeur historique que j'évoquais tout à l'heure, et dont la force est de donner un certain nombre d'éléments de comparaison
avec des établissements de même typologie, donc qu'on raisonne au niveau national ou qu'on raisonne au niveau territorial. Donc, ça... Excusez-moi. Voilà, donc effectivement, se comparer à d'autres, enfin, à la fois à d'autres établissements, et puis se comparer aux moyennes et puis aux recommandations, avec notamment 2 indicateurs clés que sont la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement. Ce sont 2 indicateurs clés. Voilà, ce sont 2 indicateurs clés dans la mesure où, en ce qui nous concerne, la question du résultat net comptable n'est pas une question pertinente pour nous, en tout cas. Enfin, n'ayant pas de problème de fiscalité particulier, on n'est pas directement impacté. On préfère qu'un résultat soit positif plutôt que négatif. Enfin, c'est pas un critère discriminant. Ce qui va être important pour nous en tant que membre d'un réseau associatif, c'est essentiellement la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire le niveau de cash qu'on aura soit pu encaisser au cours de l'année, soit consommé. Ça peut arriver aussi si la CAF est négative. Ce niveau de CAF permettant de consolider donc le fonds de roulement qui est finalement la réserve, globalement, la réserve de trésorerie dont on disposera pour sa sécurité financière, pour le financement des charges courantes et aussi pour réaliser l'apport dans le cas d'un projet d'investissement important. Et donc, on va se comparer, et puis quand on voit qu'il y a une grande différence, un grand écart par rapport à la moyenne, par exemple, on va essayer de chercher, d'analyser les raisons qui peuvent l'expliquer. Voilà, alors c'est tout à fait comme ça qu'il faut procéder. Donc, nous, l'outil indice donne en fait un certain nombre de ratios qui sont des ratios cibles, mais le fait d'être dans ces ratios ou pas dans ces ratios n'est en soi pas particulièrement... ce sont davantage des repères que des ratios imposés. L'écart par rapport à un ratio doit permettre de susciter une question. Si on prend l'exemple des frais personnels, par exemple, on dit dans Indice à titre indicatif que ces frais personnels doivent être aux environs de 45 à 47% des produits courants. Après, on peut tout à fait être en écart. Alors, on peut être en écart pour plusieurs raisons. En raison d'un contexte spécifique à l'établissement, on a besoin de plus de surveillance, de plus d'ATSEM. Donc, on va avoir un ratio supérieur, ce qui ne pose pas de problème particulier. Par exemple, si on a une partie maternelle qui est beaucoup plus développée que... Voilà, par exemple, une partie maternelle, un bâtiment un petit peu ancien avec plusieurs entrées, plusieurs cours, qui va demander des personnels de surveillance accrus. Donc ça, voilà, il faut bien avoir en tête que l'ensemble des indicateurs qui sont présentés dans Indice doivent être des éléments qui doivent permettre de susciter des questions, qui doivent permettre de s'interroger, mais que la réponse elle-même n'est pas dans les tableaux de bord. La réponse elle-même est bien entendu à chercher à l'intérieur des établissements. Petite précaution quand même à prendre dans la lecture de ces fameux tableaux de bord EasyGestion. Il est important de prendre les ratios pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est un ratio qui est un ratio comptable. Donc, grande vigilance sur d'abord la manière dont est construit le ratio. Si on prend l'exemple du ratio de frais personnels que j'évoquais tout à l'heure, il est calculé tout simplement par donc, le niveau des frais personnels sur le total des produits courants. Le ratio peut dépasser nos préconisations, tout à fait parce qu'on est à un niveau de produit qui est relativement faible, donc c'est un effet dénominateur, plutôt que parce qu'on va être à un niveau de charge de personnel qui va être totalement surdimensionné. Donc il faut faire attention à la manière dont est calculé le ratio, c'est une des limites de l'exercice, et il faut également faire attention à ce qu'il n'y ait pas tout simplement d'erreur de traitement comptable. Ce qui peut aussi se produire. Exemple, ça pourrait être un certain nombre de prestations annexes qui se seraient retrouvées catégorisées en autres produits courants suite à une erreur de traitement comptable, une erreur d'imputation dans le ratio, et qui pourrait induire en erreur à la lecture. Donc ça, c'est la première chose à vérifier, puis procéder à l'analyse du ratio, puis enfin comprendre pourquoi on est en écart. Et puis, on va aussi, s'agissant de l'analyse du fonctionnement annuel, là, on va se positionner par rapport
au coût par élève et au produit par élève, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, le ratio par élève est le ratio qui est, enfin un indicateur qui est particulièrement pertinent dans la mesure où il est tout à fait corrélé au niveau, enfin à la typologie de l'établissement. Donc, les questions qu'il va falloir se poser très rapidement, c'est pour les produits, c'est les écarts par rapport à l'évolution, en particulier du taux d'inflation. Donc là, on va rentrer dans une période effectivement qui va être riche d'interrogations sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a des produits enfin une évolution des produits qui diverge totalement du taux d'inflation? Pour les charges, la problématique va être exactement la même. Est-ce qu'on a une évolution de charge qui est différente du taux d'inflation et pour quelles raisons? Sachant que là, pour le coup, ça risque de nous arriver assez rapidement. D'accord. Et alors, quels sont les points auxquels on doit se montrer particulièrement attentif? Bien, globalement, les principaux postes de charge, ils sont connus. C'est effectivement l'analyse des frais personnels, et puis l'effort à l'immobilier. Avec ça, on couvre 70% du total des charges. D'accord. Et donc, je crois qu'on a l'exemple d'une école, du diagnostic d'une école en difficulté, si je ne m'abuse. Vous aviez prévu une slide qui doit nous permettre d'analyser une situation en type. Voilà, tout à fait. Alors, je vais me lever pour le présenter. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Vous montriez aussi un petit peu à nos amis qui nous suivent. La scène est piégée. Donc ici, en fait, on a choisi de vous présenter une école dans une situation de difficulté financière qui va en s'aggravant sur une période de 3 ans. Donc, ce sont les tableaux issus d'indices et d'EasyGestion qui vous sont présentés ici. Donc, le cas est tout à fait intéressant parce que vous voyez que les indicateurs CAF et fonds de roulement se dégradent très significativement sur la période. Donc on passe de -5 à -18%. On a un fonds de roulement qui s'écrase de 106 jours à 28 jours de charge. Donc 28 jours, c'est moins d'un mois de charge. Ça veut dire que dans cette école, le président de GEC et le chef d'établissement s'inquiètent en fin de mois pour le paiement des salaires des salariés. Et parallèlement, donc on est de façon assez étonnante à niveau d'effectifs constant. Donc il y a une dégradation, mais un niveau d'effectifs qui reste relativement constant. Et donc si on regarde les niveaux de contribution des familles, on a des niveaux de contribution des familles qui sont tout à fait corrects, voire un petit peu au-dessus de la fourchette. Donc, il va falloir chercher l'explication. Donc, les explications, enfin, en tout cas, les points d'alerte, je les ai entourés en rouge dans les indicateurs de fonctionnement. Donc, on trouve les coûts de personnel qui sont à un niveau donc, de 66 à 69%. Donc, il faut s'interroger dessus. Pourquoi 66? Est-ce que c'est qu'on a une masse, enfin, des charges de personnel qui sont surdimensionnées? Est-ce qu'il y a un effet ratio, celui que j'évoquais tout à l'heure? Coût des locaux et équipements, c'est l'effort qui est consacré à l'immobilier chaque année. Donc, on voit qu'il est tout à fait, insuffisant au regard des normes. Donc, on peut en conclure qu'on a un immobilier un petit peu vieillissant. De toute façon, on est sur la base d'un taux de vétusté qui est de l'ordre de 80%. Et on a une évolution des charges de restauration qui est très compliquée à expliquer. Voilà. Donc et un niveau, excusez-moi, de concours public qu'il faut également analyser. C'est un exemple réel, anonyme certes, mais réel. On ne dénoncera personne, mais oui, c'est un exemple qui est tout à fait réel, un dossier qui nous a remonté un petit peu en urgence. Bon, après, effectivement, le diagnostic, on peut le réaliser, mais les solutions ne nous appartiennent pas. Donc, il y a un certain nombre de choses quand même qui expliquent l'état de fait. Donc, on va dire globalement, premier point, c'est le non-recouvrement des créances sur l'ensemble de la facturation. Donc, tout début de la période, on était à 15% de la facturation qui était non recouvrée à la fin de l'exercice. On voit qu'il y a eu déjà une action sur ce biais-là. On est passé de 15 à 8%, donc l'action reste quand même à poursuivre parce qu'on est très au-delà des ratios habituels.
L'autre problématique, en fait, c'est les participations publiques. Donc, on est à des niveaux qui sont relativement faibles, mais là aussi, en fait, ça s'explique dans la mesure où si on a effectif comptant, en fait, on se rend compte en regardant que le tiers seulement des effectifs est un effectif de la commune de résidence. Alors, il ne suffit pas de poser un diagnostic, à un moment donné où il faut agir, prendre des décisions. Ça, c'est un plan d'action qu'il faut élaborer. Je crois que c'est… Voilà, tout à fait. Donc, sur la base, effectivement, de ce que je viens d'évoquer, tout simplement, il va falloir essayer de comprendre, essayer de redresser. Donc, essayer de comprendre, c'est que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut avoir, vous voyez qu'on est dans une situation difficile, est-ce qu'on peut retrouver à moyen terme des marges de fonctionnement et des marges d'investissement, idéalement? Donc, est-ce qu'on a une capacité à augmenter les ressources publiques, donc montant par élève plus nombre d'élèves financés? Est-ce qu'on peut comprendre le niveau du ratio de frais de personnel? Donc, est-ce que c'est un effet mathématique? Est-ce que c'est un effet de surdimensionnement? Continuer l'encaissement des créances et comprendre effectivement ce qui se passe sur l'activité restauration. Donc, tout ça, c'est des axes de travail. C'est des pistes qu'on voit par lecture d'un certain nombre de ratios. Et c'est des pistes de travail qui sont bien évidemment à régler au sein de l'établissement. Merci beaucoup, Eric. Donc, pardon, je vous laisse finir. Pardon. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, donc un des points essentiels ici, c'était le niveau du ratio de frais de personnel et que c'est le sujet qui va être abordé maintenant. Je me tourne vers vous, Clarisse Walkenaer, chargée de mission au pôle économie-gestion de la Fédération nationale des OGEC. Quand on dresse le diagnostic économique d'un OGEC, il s'agit aussi de s'intéresser, Eric vient de le dire, aux moyens humains qui sont déployés pour chacune des fonctions. Et c'est ce que vous nous proposez de regarder de plus près, en vous basant sur les données récoltées grâce à EasyGestion. Vous-même, vous avez travaillé énormément à l'élaboration de repères en équivalent temps plein, en ETP. De quoi s'agit-il ? Oui, alors en fait, c'est vrai que cette journée gestion, diagnostic financier, on s'est dit on peut pas, on va devoir parler de l'optimisation de la masse salariale. C'est un sujet dont le pôle gestion a pas beaucoup parlé ces dernières années. En fait, il y avait, vous les connaissez peut-être, des repères qui existent, qui ont été créés en 2009 et qui avaient été publiés dans l'Arc-Boutan. Ça s'appelait le diagnostic des ressources, diagnostic économique des ressources, ou approche économique des ressources humaines, pardon, et qui donnait des repères en ETP pour les établissements. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être le moment d'actualiser ces données et d'essayer de voir si ces repères sont toujours en ligne avec ce qu'on peut observer aujourd'hui. En parallèle, et donc on a réfléchi à comment on pouvait faire et on a on a regardé, on a analysé, on a essayé de tirer des repères des données de paye qui sont collectées dans Indice. Il y a à peu près 920, même 950 établissements OGEC qui mettent leurs données de paye dans Indice. Et en fait, avec les données de paye, on va pouvoir voir les ETP et les fonctions, en fait, enfin les fonctions que réalisent les salariés. Donc ça, c'est comment on a fait. Vous allez voir qu'on a créé, résultat, des nouveaux repères en ETP pour certaines fonctions, mais c'est des repères qui sont différents. L'approche est différente de ce qui a été fait en 2009, en fait. Parce qu'en 2009, c'était l'observation du terrain. Donc, à l'époque, la FNOGEC faisait beaucoup d'audits dans des établissements. Et donc, à l'aide de ce qu'ils avaient observé sur le terrain, ils avaient construit des repères. Mais là, on a analysé une base de données. Donc, voilà, ça, c'est une introduction. La philosophie de tout ça, est-ce qu'on parle de points de comparaison? Est-ce qu'on parle de recommandations? Alors, c'est une bonne remarque. Autant sur les repères économiques qui sont dans Indice, on parle de recommandations. Autant sur les repères qu'on va vous présenter en ETP, on parle volontairement de repères. Ce ne sont pas des recommandations. Les raisons sont multiples. Je dirais premièrement que c'est difficile d'émettre des recommandations et de juger en fait de la structure en ETP d'un établissement, parce que peut-être que cette structure en ETP, elle est adaptée à cet établissement, à son projet pédagogique. C'est le fruit d'une histoire aussi, c'est le fruit du projet de l'établissement, donc on ne veut pas émettre de jugement. La deuxième, c'est que sur les différentes fonctions dans un établissement, certains établissements vont sous-traiter
D'autres vont recourir à des bénévoles, d'autres vont sous-traiter en partie. On voit parfois que dans la restauration, il y a une partie du personnel qui est OGEC, une partie du personnel qui est société de restauration. Et donc, émettre des recommandations aurait été, à notre sens, pas adapté. D'accord. Alors, on va regarder peut-être de plus près l'échantillon d'établissements qui ont participé à ce... Donc, je vais essayer de vous expliquer comment, effectivement, on a construit ces repères, et c'est à partir de l'analyse de l'échantillon que je vous présente rapidement. Vous voyez qu'il y a 922 établissements dont on a regardé les données de TP, ce qui représente à peu près 11 394 ETP. Donc, c'est un échantillon avec beaucoup d'écoles, mais il y a aussi des établissements du second degré et des groupes scolaires. On les a volontairement séparés par typologie. Donc, il y a une typologie école, une typologie second degré isolé et une typologie groupe scolaire, parce qu'on comprend bien que la structure en ETP va être différente de l'un à l'autre. On s'est assuré quand même que cet échantillon d'établissement avait des indicateurs financiers qui étaient en ligne avec les recommandations nationales, parce que ça aurait été pas intéressant de vous présenter des établissements qui avaient des charges de personnel beaucoup trop importantes. Et on a un panel suffisamment large pour qu'il soit représentatif. Tout à fait. On a considéré qu'on a un panel suffisamment large pour être représentatif. Alors, pardonnez-moi, effectivement, on a vu quel était l'échantillon, et l'intérêt, c'est notamment de voir les fonctions que recouvrent ces ETP. Oui, alors, pour ceux qui ont peut-être déjà mis leurs données de paye dans Indice, en fait, le ex-Indice et nouveau EasyGestion, Indice va sortir des ETP par fonction économique. Les fonctions économiques, ce sont des familles de fonctions qui permettent de regrouper les 80 fonctions de la convention collective et les différents métiers dans des fonctions, dans des familles de fonctions. Alors, ça, c'est les 15 fonctions. Ça, c'est ce que vous pourrez retrouver si vous mettez votre donnée de paye, vous allez retrouver vos ETP par fonction dans votre dossier de gestion institutionnelle Indice. Alors, pour vous donner des exemples, éducation et pédagogie, donc ce qu'on voit à la deuxième ligne, c'est tout ce qui concerne l'encadrement pédagogique. On va aussi retrouver, c'est des fonctions qui sont très vastes en fait, hein. On va retrouver tout ce qui est orientation, psychologue, médecin scolaire, animateurs sportifs, lorsque des établissements premier degré ont des professeurs d'anglais ou des animateurs sportifs, ça va aussi tomber dans ces ETP. Après, je pense qu'elles sont assez intuitives. Hein. Direction, on comprend que c'est les chefs d'établissement et leurs adjoints de direction. Vie scolaire cadre, c'est tout ce qui concerne l'encadrement et l'animation de la vie scolaire. Et là, on fait une distinction entre vie scolaire cadre et vie scolaire non cadre. Dans vie scolaire non cadre, ça va plutôt être tout ce qui concerne la surveillance. Est-ce qu'on peut distinguer, enfin, est-ce qu'apparaît d'une manière ou d'une autre le recours qu'on peut avoir à une association partenaire, par exemple, pour assurer des animations sur le temps périscolaire, ou est-ce qu'on arrive à distinguer finalement, on a une animation sur le temps périscolaire, ça peut être fait en interne par du personnel au GEC, ou bien ça peut être entre guillemets sous-traité à une association partenaire. On arrive à voir ça parce que il peut y avoir éventuellement un biais comme celui-ci. C'est le biais dont je parlais en introduction, tout à fait, c'est que si le personnel est sous-traité, ça n'apparaît pas dans les ETP de l'OGEC. En revanche, si le personnel est salarié de l'OGEC, ils vont être comptabilisés dans les ETP. S'ils travaillent à 50%, il sera comptabilisé pour 0,5 ETP. Typiquement, l'animateur périscolaire, il va tomber dans éducation et pédagogie, parce que non, je veux dire une bêtise, pardon, il va tomber dans vie scolaire non cadre, parce qu'il participe à l'animation de la vie scolaire. Juste un point, il y a une fonction qui est, je pense, plus difficile à comprendre, c'est la fonction logistique, parce que c'est une fonction qui recouvre énormément de fonctions. Vous le voyez dans la description, hein, en fait, c'est un peu tout ce qui n'a pas été classé ailleurs. Donc, ça recouvre tout ce qui est fonctions techniques, fonctions informatiques, fonctions de logistique, les chauffeurs, les gardiens, etc. Donc,
ça m'amène à un autre point d'attention, c'est qu'on est bien des ETP par fonction économique, mais ce n'est pas une analyse par poste. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire, il y a par exemple un animateur sportif dans les écoles pour tant d'élèves. Est-ce que ça, on peut imaginer qu'une même personne compte pour 0,5 ETP dans une fonction et 0,5 dans une autre? Exactement. C'est par exemple le cas des ATSEM. Si elles font du nettoyage, elles vont avoir une partie de leur temps qui sont sur le nettoyage et une grosse partie de leur temps qui est sur l'assistance pédagogique. Donc, les ETP, c'est pour ça que c'est bien une analyse par ETP et pas par poste. Et alors, quand on a l'ensemble des ETP, est-ce qu'on est majoritairement dans des fonctions qui sont liées à la pédagogie? Est-ce que on est plutôt dans d'autres fonctions? Alors, si on regarde notre échantillon des 11 394 ETP, on voit qu'il y a effectivement 57% des ETP qui ont des fonctions en lien avec l'enseignement et la pédagogie et la vie scolaire. Il y a 36% des ETP qui ont des fonctions, qui sont sur des fonctions support, hein, tout ce qui est fonctions administratives, et 661 ETP qui sont sur la restauration. Restauration, c'est activité de production et de service. Tout ce qui est surveillance de la restauration, les ETP vont être comptabilisés en vie scolaire non cadre parce que c'est de la surveillance. Alors, dans ce tableau, on vous présente un résumé des fonctions. C'est juste pour vous expliquer, il y a des fonctions qui sont en gris et des fonctions qui sont en blanc. En fait, l'exercice qu'on a fait, c'est on a essayé de chercher une... Alors là, je rentre dans une explication mathématique, j'espère que vous êtes bien réveillés. On a essayé de chercher la corrélation entre le nombre d'élèves et le nombre d'ETP pour chacune des fonctions. Donc, on a regardé si... alors, on peut peut-être passer à la slide d'après qui va permettre de comprendre. Donc, je prends un exemple d'une fonction. On a représenté un nuage de points. Donc là, c'est une fonction, c'est la fonction vie scolaire cadre. On a représenté en abscisse le nombre d'élèves et en ordonnée les ETP par établissement. Et en fait, on a regardé s'il y avait une corrélation linéaire. La corrélation linéaire, c'est de se dire, est-ce que la représentation la plus simplifiée ou la mieux adaptée de ce nuage de points est une ligne. Et si c'est une ligne, ça veut dire qu'on peut trouver une formule qui, à partir du nombre d'élèves, va donner un nombre d'ETP. C'est simple. Ce serait trop simple. C'est clair ou c'est... Tout le monde est bien réveillé, visiblement. Tout le monde est bien réveillé. Donc, c'est ce qu'on appelle la formule, c'est ce qu'on appelle la régression linéaire et la formule de régression linéaire. La droite de régression linéaire, pardon. Ça, c'est pour l'exemple. On peut revenir en arrière maintenant. Et donc, pour toutes les lignes qui sont en blanc, on a trouvé une forte corrélation linéaire entre le nombre d'élèves et le nombre d'ETP. Typologie par typologie. Donc, honnêtement, on ne s'attendait pas à ça. Et ça nous a permis, on s'est dit, sur ces 10 fonctions, ça a du sens de présenter des repères et d'élaborer un simulateur pour que les établissements, à partir de leur nombre d'élèves, calculent pour ces fonctions un nombre d'ETP qui est en fait l'ETP moyen observé dans l'échantillon indice. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on évoquait tout à l'heure avec Eric, c'est-à-dire que quand on regarde sa répartition d'ETP suivant les fonctions et par rapport au nombre d'élèves qui est le nôtre, si on observe un écart significatif par rapport à ces repères, c'est que il faut se poser un certain nombre de questions. C'est pas forcément problématique, c'est pas un défaut de gestion parce que, comme vous le disiez, il y a l'historique, les caractéristiques de chaque établissement, mais c'est quand même une invitation à s'interroger sur les raisons de l'écart. C'est exactement ça. C'est une invitation à s'interroger sur les écarts par rapport à la moyenne. Mais ce n'est absolument pas un jugement qu'on va porter sur la structure en ETP d'un établissement. Je vous donne un exemple. Entretien et maintenance, dans beaucoup d'écoles, c'est les parents qui sont sollicités pour venir le faire. Bon, l'écart à la moyenne sera important. Très bien. Tout s'explique en fait. Voilà. Et alors, donc si je voulais ajouter un point. Allez-y. Non, et puis, alors, évidemment, vous disiez, ça dépend un petit peu des types d'établissements. Vous avez cherché à savoir s'il y avait une corrélation entre le nombre, notamment de TP
et le type d'établissement. Vous avez fait une distinction entre le premier et le second degré? Oui, on a fait cette distinction entre les écoles, le second degré isolé et les groupes scolaires. Parce qu'en fait, dans les groupes scolaires, comme il y a des écoles, ça crée des ratios qui sont un peu différents. Je reviens sur cette slide. Donc, on vous a dit sur les 10 lignes blanches, on a trouvé des corrélations linéaires. Donc, on a créé un simulateur qui va vous permettre de vous repérer par rapport à la moyenne. Pour les lignes grises, on n'a pas trouvé de corrélation. Alors, ça s'explique hein, quand on regarde les fonctions. En fait, la fonction de restauration, elle est très fréquemment sous-traitée. Donc, on n'a pas trouvé de corrélation. La seule chose qu'on a pu faire, c'est regarder les établissements qui étaient en gestion directe, s'il y avait des ratios par repas produit, mais là, on n'est pas sur des ETP par élève, hein, on est sur des ETP par nombre de repas produits. Sur tout ce qui est gestion documentaire, il y a certains établissements qui recrutent pour ces fonctions-là, mais pas tous, donc c'est pas une histoire de nombre d'élèves. Et sur l'internat, en fait, on n'avait pas les nombres d'internes, alors que ça aurait été intéressant d'analyser ces ratios par rapport à ces ETP par rapport à des nombres d'internes. Je crois que vous avez choisi de zoomer dans une des diapositives suivantes, de zoomer sur la restauration scolaire, alors même si elle est souvent sous-traitée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il y a une slide sur la restauration scolaire. La restauration scolaire, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, effectivement. Alors, on a regardé ce qui se passait dans notre échantillon, ce qui se passait dans les établissements en gestion directe. On s'aperçoit qu'il y a un ratio de 1 ETP pour 120 à 130 repas produits. C'est proche des recommandations du secteur, parce que quand vous parlez avec des sociétés de restauration, ils vous disent que le taux de productivité, donc le nombre de repas produits par ETP, c'est 1 ETP pour 100 à 120 repas. Donc ça, c'est des repères qu'on vous donne qui peuvent vous aider à organiser la production des repas dans une cantine. Je suis souvent interrogée sur les ratios de surveillance de cantine. Ça, pour les coups, c'est des ratios qu'on n'a pas parce que ça va vraiment dépendre de l'organisation de la cantine, de l'autonomie des élèves, est-ce que c'est un self, etc. Et donc, c'est vrai que sur la surveillance, on ne donne pas de ratio. Pour autant, il y a des ratios qui existent. Je les ai présentés dans la slide. Pour autant, il y a des ratios qui existent, mais c'est des ratios qui, en fait, sont très peu observés dans nos établissements parce qu'ils sont très contraignants. Il y a des ratios, quand les établissements déclarent la restauration scolaire en accueil collectif de mineurs, en ACM sans hébergement, il y a un effectif minimum que j'affiche, mais qu'on observe. En fait, quand c'est des ACM, ils sont tenus, mais nous, on n'a aucune obligation légale ou réglementaire sur l'encadrement de la cantine. Résultat, on n'a pas les moyens en fait d'assurer cet encadrement-là. Alors, il y a beaucoup de fonctions qu'on a pu passer en revue. Il y en a 2 autres dont on pourrait peut-être dire quelques mots. Je pense à la pastorale. On va parler du caractère propre et de ses incidences sur le nombre d'ETP. Et je pense aussi à l'internat, même si vous venez d'en dire quelques mots. Sur la pastorale, on sait que souvent, quand ce sont de petits établissements, ça peut être des bénévoles, mais pas toujours. Dans des établissements plus grands, ce sont aussi des salariés. On dispose de chiffres, de repères? Alors, typiquement, la pastorale, dans les fonctions qu'on vous a présentées, donc dans les fonctions économiques, vous n'avez pas vu pastorale. Parce que pastorale, en fait, c'est une fonction qu'on a regroupée dans la fonction éducation et pédagogie. Non, d'ailleurs, dans la fonction vie scolaire cadre, pardon, excusez-moi. Ça fait partie des fonctions dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été regroupées. Donc, il n'y a pas de repères qui vous sont présentés aujourd'hui. En revanche, il y avait un repère qui existait en 2009 qui est toujours valable. Hein, c'est que ce qui peut être observé, ce qui est observé, c'est qu'il y a 0,5 ETP pour 500 élèves ou 1 ETP pour 1000 élèves. Ça veut dire que les petites structures n'ont pas les moyens financiers d'avoir des ETP consacrés à la pastorale. Après, ça peut être le projet pédagogique d'un établissement d'avoir quelqu'un, et s'il a les moyens, on ne va pas juger le fait de le faire. Tant mieux s'il peut avoir quelqu'un parce qu'il n'a pas de parents pour l'aider. Bien entendu. Et concernant les internats?
C'est pareil, les internats, vous avez vu qu'on n'a pas de repères. En revanche, en 2009, il y avait un ratio qui était de 1 ETP surveillance pour 35 à 40 élèves, hors temps de surveillance des repas. C'était un ratio que je trouvais intéressant à rappeler parce qu'il est toujours d'actualité. Alors, si on veut résumer, quels sont les principaux enseignements à tirer des différentes statistiques que vous nous avez présentées? Alors, avant de faire la synthèse, je voudrais vous montrer quand même le tableau parce que c'est un tableau qui va pouvoir vous être utile. On revient en arrière. Voilà. Alors ça, c'est le tableau que je voulais vous montrer parce que c'est celui sur lequel je travaille depuis un petit bout de temps, qui va être le simulateur qu'on vous met à disposition dans EasyGestion. Donc dans EasyGestion, il y a une base documentaire et dans cette base documentaire, vous allez pouvoir retrouver ces repères en ETP, ce simulateur qui va vous permettre de regarder comment se comportent les établissements comme les vôtres qui ont, par rapport à votre effectif. Donc, vous voyez que vous avez 10 fonctions qui s'affichent. Et après, on vous explique le nombre de TP dans les... Là, par exemple, si vous êtes un groupe scolaire, vous allez pouvoir vous comparer à 517 OGEC. Il y a un élément qui est important et dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on rappelle toujours le pourcentage d'OGEC qui ne recrutent pas pour cette fonction. On n'a pas dit à partir de en dessous de 100 élèves, on ne recrute pas parce qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça. On s'aperçoit qu'en fait, pour certaines fonctions, il y a des établissements il y a des petits établissements qui recrutent et puis il y a des gros qui ne recrutent pas. Donc, ce n'était vraiment pas une histoire de taille d'établissement. Donc, en revanche, on a indiqué ça parce qu'en fait, résultat, on a regardé la corrélation entre les effectifs et les ETP uniquement pour les établissements qui recrutent. Donc, c'est un élément important. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle à chaque fois l'échantillon d'OGEC sur lequel a été fait l'analyse. Et donc, vous voyez qu'on est capable de tirer des ETP tendances. Alors, on l'a appelé ETP tendance, mais c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est la droite de régression linéaire. Et on a aussi, pour que ça soit, si ceux qui ne comprennent pas la droite de régression linéaire, on a montré des ETP moyens qui sont calculés. Alors là, c'est une formule de 3 hein, à partir de l'ETP moyen et du nombre d'élèves moyens. Et donc, ce simulateur, vous allez... Alors là, ça, c'est je vous explique comment on a fait et on peut passer à la synthèse. C'est vraiment une tâche ingrate, moi, je dis. Enfin, on est encouragé par le public, mais ce n'est pas toujours facile. Oui, bravo. Alors, en synthèse, c'est des repères ETP qui sont utiles pour se comparer avec d'autres OGEC de même typologie, école, second degré, groupe scolaire. On n'a pas travaillé sur la masse salariale, donc peut-être qu'il y en a qui vont être déçus, parce qu'en fait, on n'a pas d'indicateur de coût par élève. C'est un exercice qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps, et c'est un exercice qui est un peu plus compliqué que les repères en ETP. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel on va travailler dans les années qui viennent, mais pour l'instant, il n'y a pas de repères en coût par élève. Donc voilà. En conclusion, pour 10 fonctions économiques qu'on vous a présentées, il existe une forte corrélation entre le nombre d'élèves et le nombre d'ETP. Et donc, on est capable de calculer des repères en ETP à partir du nombre d'élèves pour ces fonctions. Ce simulateur, comme je vous l'ai dit, il est disponible dans EasyGestion. Alors, j'espère que vous allez le trouver facilement, mais si vous tapez, à mon avis, repères en ETP dans la barre recherche, vous allez tomber directement dessus. Bon, magnifique. Merci beaucoup. Et un dernier point d'attention, il est utilisable que si vous avez importé vos données de paye dans Indice, parce que sinon, vous n'aurez pas les ETP par fonction économique. Donc, c'est quand même un point d'attention. Comme ça, vous pourrez participer à la prochaine étude. J'espère. On a attendu combien là 13 ans pour avoir de nouveaux repères. Bon, rendez-vous est pris pour 2035. C'est ça. Bon, parfait. Merci beaucoup, Clarisse Valkener. Alors, on vient de dresser ensemble le diagnostic économique préalable à toute démarche d'optimisation, mais on n'est pas arrivé pour autant au bout des prérequis qui s'imposent à tout gestionnaire. Ce diagnostic ne prend tout son intérêt que s'il s'accompagne d'une démarche prévisionnelle. C'est ce que nous allons voir avec vous, Frédéric Génichon, délégué général de l'ASREC et membre de la commission comptabilité et gestion de la Fédération nationale des OGEC.
Alors, quand je vous ai appelé pour préparer cette intervention, vous avez eu cette belle formule. Sans plan, on ne va nulle part. Avec un plan, on va ailleurs. Et c'est une formule, évidemment, qui s'applique parfaitement à la démarche prévisionnelle. Quel est l'intérêt d'établir un budget prévisionnel? Dans la formule, vous avez donc le mot plan. Alors, le plan, c'est pas le plan en lui-même en fait qui est intéressant, c'est en fait ce qui traduit. Parce que si vous avez un plan, a priori, c'est que vous avez passé un temps très certain à la réflexion. Vous avez réfléchi à quoi? Vous avez réfléchi à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire en termes de structuration immobilière sur les prochaines années, au profit donc du projet pédagogique. Vous avez réfléchi donc au coût que vous allez engager, vous allez réfléchir donc aux ressources dont vous allez avoir besoin. Vous allez réfléchir à un certain nombre de choses qui vont vous permettre finalement donc d'avoir un fil guide. Alors l'impact de ce fil guide, ça va être quoi en fait? Ça va être pour les équipes qui vous environnent, c'est de se dire on est quelqu'un qui est à la tête du navire et qui sait où il va. Et d'autant plus que s'il met le why avec, il nous explique pourquoi on va là et pourquoi on fait ça, on va y adhérer. Et si on y adhère, ensuite, on va se sentir donc en sécurité, puisqu'on va comprendre qu'on est dans un navire qui est piloté. Se sentant donc sécurisé, ça va comme après une séance de sport, on va se sentir donc libéré, et on va se sentir donc dans une situation où on n'est pas dans un univers subi. Et c'est ça qui est important, c'est que l'objectif, c'est de ne pas subir. Ce n'est pas une question uniquement de chiffres, finalement, c'est presque plus pour du confort psychologique et de l'efficacité pédagogique. Et voilà, c'est en tout cas à l'arrivée, ça sera d'une sécurité de l'ensemble donc du projet qui va être mené donc dans l'établissement. Alors, dans cette réflexion, à quoi va-t-on penser, à quoi va-t-on réfléchir? On va réfléchir donc à nos besoins. Voilà, les besoins donc en termes d'encadrement, les besoins en termes de matériel, les besoins en termes d'accompagnement des enfants. On va avoir besoin donc pour financer tout cela donc d'un plan pluriannuel d'investissement, parce qu'on va se projeter sur la génération qui arrive, mais sur la génération aussi d'après. On va avoir besoin pour mettre tout ça en œuvre donc de penser aux ressources, elles sont multiples. Et à la fin, on n'est pas tout seul en fait pour faire cela. C'est qu'on a une chance, c'est que dans notre univers enseignement catholique, on est donc fédéré, et on a des repères qui nous sont indiqués, qui ont déjà été développés par Eric et un petit peu Clarisse. C'est que vous allez être tutoré par des repères, que ce soit en termes des ratios financiers principaux, que ce soit la CAF et le fonds de roulement, sur lesquels on reviendra. Alors petite question quand même, parce que donc qui dit prévision, démarche prévisionnelle dit avenir, et l'avenir c'est quand? C'est à combien? On veut parler de démarche pluriannuelle, puis après vous parlez de nouvelle génération. Et oui, on va être ambitieux en fait dans notre démarche. On va être à la fois des hommes et des femmes politiques et à la fois des hommes et des femmes d'État. C'est-à-dire que l'homme politique, il pense à la prochaine élection et l'homme d'État, il pense à la prochaine génération. Et vous aurez donc tout ça donc à mettre en œuvre dans votre projet. Donc évidemment, à court terme, on va penser à l'année suivante. C'est un peu comme à la maison, on va penser donc au frigo pour que le dimanche qui arrive, où on pourra se libérer parce qu'en période de carême, que le frigo soit rempli. On va faire en sorte, mais on va aussi, pendant ce temps-là, couper du bois vert parce qu'on sait qu'il faudra qu'il sèche et qu'il sera utilisable que dans 3 ans. C'est donc la même démarche qu'on va mettre en place. Donc il y a des besoins donc, qui sont à court terme, que vous avez donc au-dessus, qui sont assez simples donc identifiés, et vous aurez donc des besoins donc à long terme, et là c'est vraiment la nouvelle génération, puisqu'encore une fois, quand vous allez vous projeter sur des investissements immobiliers, on va construire des bâtiments qui vont durer 25, 30 ans. On parle bien donc d'une génération quand on parle de cela. Alors on me dit, oui, mais c'est toujours très compliqué de prévoir. Bien sûr que c'est compliqué. Et c'est parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. C'est quoi un budget prévisionnel? C'est un outil réducteur d'incertitude. C'est ça ce qu'on fait. On réduit l'incertitude. Et on va être confronté à des événements qu'on n'a naturellement pas prévus. Rien que nous, aujourd'hui, l'écran ne fonctionne pas devant nous. Vous avez remarqué qu'on a su... prévu. Ah, c'était prévu. C'est juste qu'on ne voulait pas. Ah, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas formé. Bon. Donc, je m'adapte, je récupère donc les diapos papier et on va faire donc le contenu. Ça ne nous empêche pas. Et c'est pareil quand vous prenez votre voiture, vous allez en vacances, il y a une déviation, vous la prenez. Encore une fois, on ne reste pas à l'arrêt. Alors, pardonnez-moi, parce que là, vous dites il y a des imprévus. Hervé de Kerdrel le disait au départ, dans le monde d'avant, on savait à peu près où on allait. Là, on a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que ça rend encore plus nécessaire cette démarche d'anticipation? Est-ce que ça la complique? Ça la complique, mais c'est parce que c'est compliqué, c'est intéressant. Et c'est parce que c'est compliqué qu'on est là, que vous êtes choisi pour le faire. Si c'était simple, on n'existerait pas, on n'aurait peut-être pas besoin de nous.
Donc finalement, on va s'en réjouir de cette complexité. Et cette complexité, certes, elle se complique, mais les coûts, Hervé de Cadrel l'a très bien dit, on a tous observé que les coûts sont en train d'augmenter de manière significative. On a d'ailleurs une note qui est parvenue par la FNOGEC pour nous alerter sur ce qui se passe et prévenant donc les OGEC des mesures donc à prendre, à anticiper, parce qu'on va être confronté à une hausse qu'on n'a jamais eue depuis 20 ou 30 ans. Donc il faut remonter aux années 80 où on a pu avoir donc, des taux d'inflation à ce niveau-là. Donc on est sans doute surpris, mais on est prêt. C'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, on s'intéresse d'abord aux ressources qui sont les nôtres, qui seront les nôtres. C'est ça, on commence par les ressources. Alors, les ressources, vous les connaissez normalement à peu près toutes. Il y a la première, donc c'est la CAF, qui est issue de vos budgets prévisionnels, qui va pouvoir déterminer l'élément sur lequel vous avez en général pas mal de leviers. Vous avez les emprunts que vous allez chercher chez les crédits coopératifs. Vous avez les subventions d'investissement au titre des lois Astier, au titre des lois Fallou, qu'on va optimiser. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un conseiller départemental qui ne versait plus de subventions Fallou. Je lui dis, mais vous savez, vous avez une belle opportunité. C'est que là, les économies d'énergie, ça n'a jamais été autant d'actualité. Est-ce que vous ne pouvez pas réintroduire le Fallou? Mais alors, je sais bien que vous n'aimez pas forcément donc, financer nos établissements, mais dans ce cadre énergétique, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement réintroduire donc, cette subvention Fallou de manière à accompagner les établissements pour que les huisseries que vous avez derrière vous, qui ont évidemment 40 ans, puissent être enfin donc, changer. Donc on va pouvoir donc actionner cela. La taxe d'apprentissage qui est toujours présente, les dons qu'on va aller chercher, anciens élèves, gens qui sont sympathisants, fondations, et puis les réserves qu'on a constituées sur des prélèvements, donc en prélevant sur notre fonds de roulement. Voilà les ressources habituelles. Alors, il y a se lancer dans une démarche prévisionnelle, c'est anticiper les besoins, notamment dans le champ immobilier, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut dire globalement que les OGEC ont un besoin de rattrapage en termes d'investissement immobilier? Est-ce qu'on finalement, il y a un défaut d'anticipation, on se comporte, vous avez dit comment, on se comporte en homme politique plutôt qu'en homme d'État, non? C'est un peu ça, ce que je donnais comme image. Effectivement, il faut qu'on passe. Alors, on était un homme politique et on jette la pierre à personne. On sait que nos financements, et en particulier sur les premiers degrés, il n'est pas au rendez-vous des attendus sur les financements publics. Voilà, puisqu'on n'est pas financé pour l'ensemble de nos élèves. Donc forcément, c'est compliqué et c'est facile à dire qu'on n'a pas anticipé ce que je peux faire. Dans bien des cas, malheureusement, on a subi des événements et on n'avait guère d'autres choix. Bon. On a une opportunité, c'est que maintenant on a un financement pour les élèves de maternelle. Donc ça nous donne une nouvelle opportunité, peut-être de nous aider un peu plus, peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas nous aider un peu plus à rattraper ce retard. Ce retard, il est manifeste. Donc pour le rattraper, le plan pluriannuel d'investissement, il est indispensable. Il n'est pas nécessaire, en fait, il est indispensable. C'est-à-dire que dans la maturité de fonctionnement de nos OGEC, on doit avoir en 2022 nos plans pluriannuels donc établis, puisque c'est une notion qui avait été introduite dans les statuts des OGEC il y a déjà une dizaine d'années, je n'ai plus la date exacte, pour justement donc, mettre en démarche l'ensemble du réseau sur cela. En 2022, 10 ans après, je pense qu'il faudrait qu'on soit à l'objectif quasi de 100% dans les établissements d'avoir ce plan pluriannuel d'investissement. Alors, si on poursuit sur la diapo d'après... Et donc, il y a deux verbes essentiels, c'est entretenir et investir. Et c'est ça. Et la conjonction est importante. Et oui, on ne pourra pas mettre debout. Voilà, on sera obligé de mettre du et. Vous avez une diapositive qui va donc pas tarder, mais que vous avez déjà vue l'année dernière, en fait. Alors, vous la connaissez par cœur. Donc, vous la connaissez par cœur, vous l'avez vue, la journée immobilière. Donc, la journée immobilière, moi, je vais faire simplement, je vais répéter ce qui avait été dit à ce moment-là, parce que bien sûr, il y a un certain nombre d'experts ici, on s'amuserait sur les surfaces, sur les coûts au mètre carré, ceci, cela, etc. Peu importe l'idée de fond, de toute façon, je pense qu'on les partage tous. Sur la problématique immobilière, on a pris un retard depuis des années, un retard subi, un retard contraint, un retard pas anticipé, donc il y a toutes les cas de figure. Mais on est rattrapé par ce retard, et en plus, il va falloir accélérer. Toujours pareil, je me souviens quand je faisais un petit peu de sport, le prof me disait au début tu pars à fond, au milieu tu accélères et à la fin tu es en trombe. Et nous, ça va être pareil en matière immobilière. Il va falloir aller à ce niveau-là. Parce que... Quels moyens? Évidemment, l'optimisation va permettre de dégager des fonds considérables, mais... Et c'est ça, c'est bien pour ça, c'est le thème de la journée, c'est que l'optimisation avait été au cœur de vos leviers d'action, ça avait été exposé donc tout à l'heure. Parce qu'il va falloir financer tout cela. L'an dernier, la journée immobilière, grosso modo,
on expliquait que les contributions moyennes, pour tenir compte du retard déjà pris et pour tenir compte des décrets successifs, accessibilité handicapée, là on a le décret tertiaire qui arrive, dont il va falloir tenir compte, donc des coûts immobiliers qui vont augmenter très fortement, vous allez malheureusement, et malheureusement on le dit bien comme ça, hein, être contraint d'actionner le levier contribution des familles, voilà, qui avait été situé à des niveaux trop bas pour assumer tous ces défis auxquels on est confronté. On va en parler tout à l'heure avec vous, Éric Moutarde. Alors, je crois que vous aviez aussi un exemple de plan prévisionnel d'investissement à nous soumettre. Oui. Alors, il n'a pas été présenté l'année dernière, donc celui-ci, ouais, on a vraiment besoin de la diapositive. Il y a du changement. Voilà. Vous avez ici, donc, alors bien sûr, il y a plusieurs modes, plusieurs façons de les présenter, peu importe du moment qu'il existe. C'est ça qui est important, qu'il existe et que la réflexion ait eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la partie basse? Vous avez l'évolution du fonds de roulement, donc année par année, avec les ressources classiques, on les a évoquées tout à l'heure, la CAF, les subventions, les emprunts nouveaux, les dons, et puis les emplois que vous avez en face, avec les acquisitions, les travaux d'entretien, de renouvellement, etc. Tout est chiffré donc année par année. Voilà. Et ce qui est en jaune est importante, parce que dans vos conseils d'administration, il n'y a pas que des professionnels donc de ce métier-là. Mais ces non-professionnels, eux, ils ont à retenir 2-3 choses. Les repères dans l'indice, que ce soit sur la CAF, que ce soit sur le fonds de roulement, doivent figurer dans vos tableaux. Si vous regardez en jaune, vous avez l'autonomie financière, c'est-à-dire le nombre de jours d'autonomie financière, et en dessous, en vert, vous avez les repères indices. On vous dit, il ne faut pas descendre en dessous de 90 à 120 jours. Votre ligne jaune, elle est tracée, c'est à ne pas franchir. Il ne faut pas descendre en dessous de ça, et on voit bien que dans les indicateurs qui sont présentés, on n'est jamais en dessous de ce repère. Donc, dans vos tableaux prévisionnels, vous mettrez ces repères indices, qui sera sécurisé encore une fois. L'objectif, c'est de communiquer, de rassurer, d'accompagner, de prévoir, etc. Donc, le fonctionnement de l'établissement. Alors, comment les statuts de l'OGEC influent-ils sur la démarche prévisionnelle et les étapes à prévoir pour la mise en œuvre d'un plan prévisionnel pluriannuel d'investissement? Alors, le statut de cet établissement et les statuts des OGEC ont prévu donc qui fait quoi en fait. Ça permet de savoir qui fait quoi. Donc sur qui fait quoi, c'est le chef d'établissement qui propose le budget. Donc c'est lui qui va le proposer au conseil d'administration. Voilà. Et ensuite, ce budget prévisionnel et ce PPI, qui est bien sûr pas fait tout seul, il se fait entourer. D'abord, il est en général pas du métier. Le chef d'établissement, il est là pour cheffer déjà. Donc lui, il va s'entourer donc des compétences dont il a besoin et vous allez les chercher s'il les a pas donc en interne. Et dans ce budget prévisionnel, une fois qu'il l'aura proposé, c'est le CA, conseil d'administration, qui va arrêter celui-ci, qui va l'arrêter avec, dans l'idéal, des hypothèses qui ont été travaillées tout au long de l'année. Ce qui fait qu'une fois qu'il est arrêté, donc il atteint en général en septembre, dernier délai, on a déjà travaillé bien en amont les différentes hypothèses. Ensuite, naturellement, il y aura l'Assemblée générale qui en prendra connaissance et qui l'approuvera. Et puis, même un petit peu avant, juste après le CA, mais le chef d'établissement, il a délégation pour l'exécution et le respect donc de ce budget. Tout ça est extrêmement encadré. Alors, il ne suffit pas de se lancer dans une démarche prévisionnelle avec un plan pluriannuel d'investissement. Encore faut-il s'assurer que les investissements, que les actions qu'on a décidées deviennent bien réalité. Hein, et le mélomane que vous êtes nous propose pour cet indispensable contrôle de gestion d'interpréter une partition de Vivaldi, c'est bien ça? C'est ça, on va faire la musique et ça va plaire à beaucoup de gens. Du coup, au passage. Mais avant de faire la musique, 4 saisons. Les 4 saisons, normalement, juste après, une diapo qui ne saurait tarder. Voilà, parce que dans vos indicateurs dont vous allez avoir besoin, vous avez donc la fameuse CAF tout à l'heure. Et dans vos prévisions, vous allez faire voter au conseil d'administration, il faudra que votre CAF, elle soit dans les repères indices. Parce que ces repères indices qui ont été fixés par la commission comptable, permettent d'assurer la pérennité de votre établissement. Donc, si on est en dessous, on estime qu'on ne va pas assurer la pérennité. À un moment donné, ça va nous manquer. Si on est au-dessus, alors on a une marge de manœuvre qu'on vous souhaite tous. Et vous avez ici, sur ce petit graphique, derrière moi, une situation noire, c'est-à-dire ma CAF, ma CNA, la CAF, elle est en dessous de 0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mes ressources, enfin mes recettes sont en dessous, inférieures à mes dépenses. On a bien tous compris que ça ne va pas pouvoir durer longtemps, ça. Hein, je ne peux pas rembourser mes emprunts, je ne peux pas autofinancer les investissements, je suis obligé de prendre sur mes livrets pour compenser ce que je n'ai pas généré. Bon, ça ne dure qu'un temps.
Et ensuite, c'est les feux rouges. Feu rouge, je rappelle le code de la route, au feu rouge, je suis à l'arrêt. Donc, quand ma CAF est inférieure à 8%, je suis à l'arrêt. Je rembourse à peine mes emprunts, je fais à peine mes investissements. Feu orange, je vis au ralenti, je suis entre 8 et 15. Je vis au ralenti, c'est-à-dire je rembourse mes emprunts, je fais les investissements, mais pas à la bonne vitesse. Et feu vert, ça roule. Je passe donc tous les obstacles. Voilà la CAF. Et le fonds de roulement, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, c'est pareil. Si votre fonds de roulement est inférieur à moins 30 jours, eh bien, on est en tête de la session des paiements. Alors, dans les faits, généralement, les institutions nous accompagnent les établissements scolaires par la solidarité, ce qui fait qu'on ne le vit pas réellement, c'est-à-dire qu'on est accompagné. Parce qu'au sens littéral, même si on est à moins un jour des choses, on est en situation de paiement, c'est-à-dire que si tout le monde voulait être payé jour J, on ne serait pas capable. Bon, on sait qu'en réalité, il y a toujours des délais et que les gens ne vont pas être payés intégralement, donc immédiatement. Quand vous êtes entre 0 et 90, ben vous serez feu orange, de mémoire, voilà, 0,90, feu orange, donc bon, on prend quelques délais pour payer nos fournisseurs, et puis si vous êtes entre 90 et 120, il y a plus de 90, ben vous êtes feu vert, et donc vous pouvez payer régulièrement tous vos fournisseurs sans difficulté, et vous ne perdez pas de temps à les avoir au téléphone pour expliquer que vous avez des difficultés de trésorerie, vous les paierez dans un mois. Alors Vivaldi, ben oui, Vivaldi, je sais que la musique vous plaît. Je vous ai lancé et puis vous faites un détour par les métaphores automobiles. Oui, donc Vivaldi. Pourquoi 4 saisons? Il y a 4 saisons, c'est ça pour ça qu'on retient Vivaldi. 4 saisons, c'est-à-dire 4 étapes. Dans vos conseils d'administration, dans l'accompagnement qu'on a donc avec eux, il y aura 4 moments forts. Le moment de l'hiver, c'est le moment de la réflexion. Le moment de la réflexion. On se rappelle, dans une démarche continue, les années se suivent et on réfléchit donc à chaque fois. Donc, au moment de l'hiver, donc on va être sur la réflexion, les opportunités, l'analyse, et on va demander donc aux chefs d'édition de faire chiffrer donc les décisions stratégiques qu'on voudrait opérer pour l'année suivante. Bon, première étape. Deuxième étape, on va passer donc au printemps. On va avoir donc le premier chiffrage qui va nous surprendre ou pas, qu'on va trouver acceptable ou pas. Entre-temps, il y aura peut-être d'autres événements qui sont apparus. Donc, on va faire affiner à l'été notre fameux budget prévisionnel en fonction des ajustements qu'on a proposés donc au printemps. Et puis arrive la rentrée scolaire, donc on est à l'automne. Les effectifs sont connus. Alors évidemment, quand on est à certains endroits, les effectifs sont connus dès le mois de mai et juin, c'est ceux qui sont chanceux. Donc eux peuvent boucler leur budget prévisionnel dès mai ou juin ou juillet. Mais il y en a pour beaucoup d'autres, eux, les effectifs, ça continue, y compris l'été, notamment au secteur professionnel. Et ce qui veut dire que c'est en septembre que là, cette fois-ci, on va donc arrêter son budget prévisionnel. Et celui-ci, c'est celui-là qu'on va suivre tout au long de l'année. Alors, on va devoir accélérer puisqu'il ne nous reste que 2 minutes, mais quelle est la périodicité du contrôle budgétaire? Ben oui, parce que qui dit budget, dit contrôle. Parce que vous avez remarqué que depuis qu'il y a des radars sur les routes, le 90, on le respecte. Et forcément, contraint et forcé, sauf si on aime faire des stages l'été, avec des gentils compagnons qui vivent des choses assez agréables, mais autour de binous en général. Voilà, tout ça pour dire, contrôle budgétaire, il est important, il est essentiel. Donc, il se passe à minima 2 fois par an. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire tous les mois. D'abord, vous avez usé vos comptables autour de ça. Mais il y a 2 fois par an où c'est indispensable. 31 décembre. Pourquoi? Vous avez un premier trimestre. Après, pour les gens qui ne sont pas du métier, on multiplie par 3 et grosso modo, on arrive à voir un petit peu ce qui va se passer sur l'année. Et ensuite, à 28 février, c'est la moitié de l'année. Voilà. Le suivant, ça devient un peu tard. On peut le faire au 30 juin, mais évidemment, 30 juin, le temps que ce soit mis en action, vous allez avoir les éléments fin juillet et l'année est déjà finie. Voilà, donc 2 fois dans l'année. Merci beaucoup pour clore cette séquence. Je crois que vous aviez 5 verbes d'action, si on les retrouve sur la diapo, qui résument la philosophie, l'état d'esprit. Voilà. Alors, on espère avoir la diapo parce que vous ne les connaissez pas nécessairement par cœur, mais c'est peut-être imprimé devant vous. Les voilà, on les a alors anticipés. Alors, anticiper, donc on en a parlé clairement, cette anticipation vous permet de sécuriser votre gestion. En anticipant, vous allez devoir donc et comprendre qu'il va falloir prioriser donc des actions donc à mener, puisque vous serez sous la contrainte financière. Se référer aux recommandations nationales. Voilà, vous êtes tutoré par des repères qui vous permettront unanimement de fixer donc un cap qui sécurisera donc l'ensemble des acteurs. Quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est les acteurs internes, mais c'est aussi vos acteurs externes, qui sont aussi internes, mais quand on prend la tutelle, l'UDOGEC, etc., c'est drôlement rassurant pour tout le monde de savoir que dans votre concentration, vous suivez ces repères, ces recommandations, parce qu'on sait que derrière, ça va rouler.
Et enfin, au final, vous sécurisez donc le fonctionnement de votre établissement, de votre OGEC, pour donc un résultat qui ne pourra que satisfaire l'ensemble de votre communauté et puis l'ensemble de l'œuvre sur le moment où vous passez dans vos établissements. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'avoir posé donc les bases d'une démarche